une sorte de figure emblématique, pour ne pas dire mythique, du Québec socialiste et indépendant. Voici une communauté de travailleurs qui défie le modèle capitaliste, la grande finance, la dichotomie patron-propriétaire et employés syndiqués, avec une pratique démocratique intégrale dans toutes les composantes de cette usine autogérée. Pendant 4 ans, nous avons été envahis de journalistes, de médias, de professeurs et d'étudiants d'université, d'idéologues de tout crin, qui venaient analyser cette expérience magnifiée en laboratoire de l'avenir. Et nous, pauvres de nous, nous tentions d'arrache-pied de mettre sur pied une autre organisation du travail, une autre gestion, une inscription très difficile dans le réseau commercial du textile, sans compter des débats interminables entre les travailleurs et leurs nouveaux patrons, à savoir leurs chefs syndicaux. Et tout cela avec un équipement vieillot, technique, un équipement technique vieillot. L'écart n'a cessé de grandir entre la game idéologique, appelons ça le combat idéologique, je ne sais pas, d'une part, et d'autre part, la situation et les pratiques. Et je me suis demandé si cette expérience ne révélait pas bien d'autres écarts semblables dans notre société, entre Québec rêvé, puis le pays réel au quotidien. Entre la société autre et les individus en quête et perdus d'eux-mêmes, selon la psychologie, la pop psychologie à la mode. Je pense que c'est Dumont qui disait « On est parti en quête d'une nouvelle société, puis on s'est retrouvé avec une quête perdue qui n'en finit plus dans la société thérapeutique de notre nombril. » Sans compter la fracture sociale qui recoupait une nouvelle donne entre ce que j'ai appelé, moi, et ça m'a coûté cher, la nouvelle classe des promus de la Révolution tranquille et les autres Québécois. J'ai soulevé publiquement ces problèmes au tournant des années 80. Je suis devenu une sorte de traître dans les milieux de gauche, tout en étant objet de suspicion dans les milieux de droite, au point qu'on effaçait au moins symboliquement tous mes engagements sociaux antécédents. Mais je vous avoue que ça ne m'a pas abattu. Je savais depuis longtemps que j'aurais à payer cher mes convictions si j'allais au bout de celles-ci. Là, je vais évoquer l'histoire ici, sans me prendre pour un autre, bien sûr. Je pense au psychiatre Carl Jung, qui disait que Socrate, Jésus de Nazareth, Augustin, Pascal, Martin Luther King, Gandhi, ont été des consciences libres, capables de résister aux conformistes de leur temps. Encore aujourd'hui, je dois moi aussi en petit me battre contre certains nouveaux conformismes souterrains, jamais avoués comme tels et qui sont en contradiction avec la totale liberté qu'on prétend avoir. Tout le monde le fait, fais-le donc. Tout le monde l'achète, fais-le donc. Je vis cela depuis une douzaine d'années autour de plusieurs enjeux qui ont beaucoup à voir avec de nouvelles fractures sociales générationnelles. Et je veux m'expliquer là-dessus. Depuis 50 ans, j'accompagne les nouvelles générations qui se sont succédées. Chacune de celles-ci a connu des conditions de vie meilleures que celles de la génération de leurs parents. C'est mon cas, en tout cas, aussi. Or, voici que dans les années 90, pour la première fois de notre histoire, un fort contingent de la jeune génération vit une mobilité sociale descendante. Et en 2000, des études socio-économiques et actuarielles, qui sont restées sur les tablettes, bien sûr, révélaient que les prochaines générations auront proportionnellement payé 2 fois plus de cotisations, de taxes et d'impôts si nous laissons croître, par exemple, l'endettement privé et public. Et cette éventualité possible, les prospères refusent même le questionnement, d'accepter de faire un examen de cette question-là.
Voyons ça sur le terrain bien concret. Dans l'organisme Le Pont entre les générations, qui groupe des jeunes adultes et des aînés, nous avons dénoncé il y a 7-8 ans l'expansion des clauses orphelins dans les conventions collectives publiques et privées. Les clauses orphelins, c'est la double échelle de salaire. Des salaires diminués pour les jeunes pour que les aînés puissent poursuivre leur échelle d'augmentation de salaire. Quand nous avons fait état de cela publiquement, les gouvernements, le patronat, les syndicats, les milieux professionnels, les économistes ont tous nié pratiquement cet état de choses. Il nous a fallu montrer avec nos études le phénomène croissant de ces fameuses clauses orphelins. Les faits étaient tellement vrais que tous nos objecteurs étaient obligés de se rendre à l'évidence. Voilà un exemple entre plusieurs des fractures sociales intergénérationnelles. En Amérique du Nord et dans les pays européens, il y a une Bible dans ce domaine-là, c'est l'ouvrage de Louis Chauvel sur le destin des générations. Louis Chauvel a montré que les inégalités croissantes des classes sociales étaient recoupées par des inégalités intergénérationnelles. Dans les milieux professionnels, dans les sciences humaines, plusieurs refusent d'envisager, fût-ce à titre d'hypothèse, l'éventualité de profondes inégalités d'ordre générationnel, déjà présentes, par exemple, dans une nouvelle classe de pauvreté chez les jeunes. Mais d'où vient donc ce refus fort répandu de tout examen sérieux de ce qui se passe au chapitre de l'intergénération? En politologie, on dit qu'une société a souvent la politique de sa démographie. C'est vrai, on a eu, nous autres, une expansion démographique avec les bébés-boomers, puis ensuite de ça, avec la chute de la natalité. Alors, c'est deux chocs coup sur coup, hein? Et c'est pas facile à assumer, ça. Et à ce chapitre, l'énorme génération des aînés, avec l'arrivée de la plus grosse génération, celle des bébés-boomers, donc il ne faut pas les prendre comme des boucs émissaires, hein. Ce sont des problèmes de société aussi. Toute cette nouvelle génération, les générations d'aînés vont avoir un poids politique pour défendre leurs intérêts, alors que les nouvelles générations, beaucoup moins nombreuses, auront peu de poids politique. Moi, on ne me fera jamais à croire qu'il n'y a aucun lien entre le poids politique et le poids démographique. Ce problème risque de s'accentuer si les jeunes sont peu pugnaces politiquement. Je tiens à insister sur ça. Je dis, ce problème risque de s'accentuer si les jeunes sont peu pugnaces politiquement et s'ils ne jouent que des cartes de promotion individuelle. Se pourrait-il que tout à l'heure, par exemple, les deux classes principales de la société soient les héritiers et les non-héritiers? Dans les milieux prospères, on refuse ce genre de considération qui appelle maintenant des nouvelles solidarités de société. Mettons les points sur les i. Ici, la carte sociale de Saint-Jérôme, par exemple, marque cette fracture générationnelle. Les plus grandes pauvretés, selon nos études, se logent chez les jeunes familles et chez les individus jeunes, alors que le filet social n'a cessé de s'améliorer chez les aînés. Bien sûr, il y a aussi un bon contingent de pauvres chez les aînés, surtout les aînés du grand âge. Mais on me dira avec raison, écoute, nous ne sommes pas dans une société du tiers-monde. Moi, je suis d'accord, c'est vrai. On a fait des progrès remarquables depuis 60 ans, je suis d'accord. Il y a chez nous une formidable créativité culturelle, il y a une multitude d'associations, il y a une étonnante économie sociale en expansion qu'on a développée, et on a développé un art de vivre sous différentes formes au cours des dernières décennies. Tout ça, c'est positif, et je le reconnais sans peine, hein? Mais on est aussi en face d'une nouvelle donne historique, imprévue, à laquelle on s'est mal préparé. C'est celle de nouveaux choix collectifs complexes, exigeants, douloureux, sur un fond de plusieurs déficits avec peu de marge de manœuvre. C'est le bon principe de réalité de M. Freud, hein? Ces choix collectifs appellent une profonde éthique sociale, d'autres solidarités de société,